Alors, bonsoir. Aujourd'hui, on va faire les comas, toujours dans le chapitre les urgences médico-chirurgicales. D'accord? Donc, IMC. Alors, le coma, d'un point de vue de module, d'accord, du IMC. Donc, je fais le coma. Donc, ça, ce sont les objectifs et le plan de la question. Alors, par introduction, il faut savoir que c'est quoi un coma? Un coma, c'est un motif fréquent d'hospitalisation en réanimation. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique. C'est pour ça qu'on étudie ici, d'accord, notre module du MC, parce que c'est une urgence. C'est une situation grave, d'étiologie multiple. La précocité et la qualité de la prise en charge initiale. La conscience est définie de deux composantes. Donc, il faut savoir que la confiance est définie par deux composantes et la vigilance, l'éveil et la conscience. Donc, vous avez deux composantes pour la conscience, la vigilance et la conscience. D'accord? Donc, deux composantes pour la conscience. D'accord? Vous avez deux composantes pour la conscience. Donc, c'est la vigilance et aussi la conscience du soi et de l'environnement, l'éveil relationnel. C'est la suppression prolongée de la vigilance et de la conscience, les deux en même temps. Donc, par définition, c'est quoi le coma? C'est la suppression prolongée de la vigilance et de la conscience, les deux en même temps, deux composantes. Alors, c'est quoi le coma? Le coma est défini par une altération profonde et durable de la conscience et de la vigilance, non réversible par une stimulation extérieure, visuelle, sensorielle ou sensitive. Ce trouble est causé par une défaillance de la formation réticulée activatrice ascendante du tronc cérébral. Je reprends parce que, comme je dis toujours moi, que la définition est essentielle. Avant de connaître n'importe quelle pathologie ou n'importe quelle maladie, il faut connaître par cœur ou savoir par cœur sa définition. Donc, c'est quoi le coma? Le coma est défini par une altération profonde et durable de la conscience et de la vigilance, les deux composantes en même temps, conscience et vigilance, non réversible par une stimulation extérieure, visuelle, sensorielle ou sensitive. Ce trouble est causé d'accord par une défaillance de la formation réticulée activatrice ascendante du tronc cérébral. Un peu de physiopathe, les lésions sous-tentorielles avec compression du tronc cérébral. Donc, soit c'est une lésion sous-tentorielle, donc avec compression du tronc cérébral, soit c'est une lésion sus-tentorielle avec engagement central responsable d'une compression du tronc cérébral, soit c'est une atteinte cérébrale, diffuse, lésionnelle ou fonctionnelle, soit les trois en même temps. OK? On passe. Alors, voici un petit schéma qui va montrer un rappel anatomique sur donc, le cerveau, d'accord, la neurophysiologie des troubles de la conscience. Donc, l'hypothalamus, le cervelet, le cerveau, le troisième ventricule. Les stimulations fortes provoquent des réactions neurovégétatives, le cortex, l'hypothalamus et ainsi de suite. Alors, reconnaître un coma, donc en pratique, on distingue 4 niveaux de coma. Vous avez le coma léger, vous avez le coma de gravité moyenne, vous avez le coma profond et le coma dépassé. Vous avez 4 types de coma. Le coma léger, le coma de gravité moyenne, le coma profond et le coma dépassé. Le coma léger, c'est l'abolition de la conscience qui est incomplète. Les stimuli modérés provoquent des réactions motrices ou d'éveil relativement adaptées, simple surveillance pour garantir la sécurité du patient. Le coma de gravité moyenne, l'abolition de la conscience est complète, des stimulus forts entraînent des réactions motrices plus ou moins adaptées, les fonctions végétatives sont peu perturbées, risque de fausse route par disparition du réflexe d'auto et de déglutition. Le coma profond, les stimuli sont sans effet, perturbation nette des fonctions végétatives, nécessité des gestes thérapeutiques adaptés. Le coma dépassé, c'est un état de mort cérébrale et prise en charge spécifique en vue des prélèvements d'organes. Donc, vous avez 4 types, léger, de gravité moyenne, profond et dépassé. C'est l'état de mort cérébrale. Le diagnostic positif,
mise en condition et première mesure. Les gestes élémentaires à faire obligatoirement devant tout patient comateux, c'est la libération. La première des choses qu'il faut faire, la première des choses, c'est la libération des voies aériennes. C'est la libération des voies aériennes supérieures et l'installation du patient en PLS, en position latérale de sécurité. Après ceci, je vais oxygéner le malade au masque facial à fort débit, 6 litres. La pose d'une voie veineuse périphérique et un remplissage vasculaire, c'est hypotension artérielle. Détection et correction d'une éventuelle hypoglycémie, le dextro, le glucagon, c'est hypo, insuline, c'est hyper. Surveillance par scope par l'ECG, donc de la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la fréquence respiratoire et la saturation. Voici la position latérale, comment j'effectue la position latérale de sécurité. Je vais essayer de desserrer donc une cravate, une ceinture. C'est la position latérale de sécurité. Donc, la première des choses qu'il faut faire, il faut desserrer donc la ceinture, la cravate, libérer les voies aériennes, enlever tout corps étranger qui obstrue donc la bouche, hyperextension de la tête, position latérale de la tête, d'accord, et hyperextension de la tête. Voilà comme ceci. Vérifier si il respire, s'il est conscient ou non, et ainsi de suite. Voilà la position latérale, de sécurité, qu'il faut la faire donc chez un patient qui respire, mais il est inconscient, donc il est dans le coma, donc le ramener, donc en position latérale, voilà. Alors, l'anamnèse, l'intubateur doit rechercher les antécédents du patient, le traitement en cours, les circonstances de découverte du patient, l'histoire de la maladie. L'examen clinique, on doit effectuer un examen clinique minutieux. Il doit évaluer la défaillance respiratoire et circulatoire, évaluer la profondeur du coma, rechercher les signes de focalisation ou encore de localisation, hémiplégie, hémiparésie, abolition ou la diminution des réflexes socio-tendineux et ainsi de suite. La paralysie faciale aussi et ainsi de suite. Examiner avec les pupilles, rechercher une raideur ménagée, examen de la peau et chiffrer la température. La recherche des réflexes socio-tendineux devient impératif si score de Glasgow inférieur à 8. Qui est grave. Voici le score de Glasgow qu'on a déjà vu auparavant. Donc, l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. 3 items à quantifier, l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Les seules simulations nociceptives utilisées sont la pression susorbitaire et l'appui du lit de l'angle avec un stylo. Alors, le score de Glasgow, il faut savoir que le score de Glasgow, c'est un moyen simple et rapide pour évaluer un patient comateux et assurer sa surveillance. Alors, un score de Glasgow entre 3 et 8, c'est un coma grave. Un score de Glasgow situé entre 9 et 12, c'est un coma modéré. Un score de Glasgow qui est situé entre 13 et 15, c'est un coma qui est léger. Donc, 13 et 15, c'est léger. 9 et 12, c'est modéré. 3 et 8, c'est grave. Un score à 15, normal. Inférieur à 12, coma. Inférieur à 8, c'est un coma profond. D'accord? Ça, ce sont des choses, qu'il faut reconnaître quand même. D'accord? Donc, 3 à 8, c'est grave. 9 à 12, c'est modéré. 13 à 15, c'est léger. Un score à 15, c'est normal. Score inférieur à 12, c'est un coma. Inférieur à 8, c'est un coma qui est profond. C'est vraiment grave. Alors, ici, c'est le score de Glasgow, donc la décortication, pourquoi? Parce que ici, la réaction donc la réponse motrice, il y a la décortication, il y a aussi la décérébration. La décortication, la voici, ça correspond à quoi? Ça correspond à une flexion, lésion hémisphérique grave, à une flexion. Par contre, la décérébration, c'est une extension. Le score de Liège. Alors, c'est quoi le score de Liège?
Le score de Liège, il tient compte de l'évolution crânio-caudale d'un patient dans le coma, disparition progressive avec la profondeur du coma, des réflexes du tronc cérébral dans l'ordre où ils sont énumérés. Par exemple, en cas de coma par atteinte du tronc cérébral, le dernier réflexe qui disparaît, c'est le réflexe oculocardiaque. Le voici le score de Liège. Le premier réflexe, d'accord, donc qui disparaît, le premier réflexe qui disparaît, c'est le fronto-orbiculaire. Le deuxième, c'est l'oculo-céphalique vertical. Le troisième, c'est le photomoteur. Le quatrième, c'est l'oculo-céphalique horizontal. Et le dernier réflexe qui disparaît, c'est le réflexe oculo-cardiaque. C'est le dernier réflexe qui disparaît. D'accord? Donc, c'est progressif et c'est comment dire? C'est une évolution crânio-caudale, d'accord? C'est une évolution crânio-caudale. Explore les réflexes du tronc cérébral, d'accord? Le score de Liège. Donc, le dernier réflexe qui disparaît, c'est le oculo-cardiaque et il tient compte de l'évolution crânio-caudale d'un patient dans le coma. C'est une disparition progressive avec la profondeur du coma des réflexes du tronc cérébral dans l'ordre où ils sont énumérés. Voilà, c'est une disparition progressive donc avec la profondeur du coma des réflexes du tronc cérébral. Voilà la disparition progressive des réflexes, d'accord? La disparition, d'accord, progressive des réflexes. Le dernier réflexe qui disparaît, c'est le oculocardiaque, le score de Liège. L'examen des pupilles doit être d'accord systématique et répété. Il apprécie le diamètre des pupilles, la symétrie, la présence ou l'absence de la réactivité lors de l'exposition à une source lumineuse, rechercher des signes de focalisation à type de monoplégie, hémiplégie, paraplégie, une paralysie des nerfs crâniens, des mouvements anormaux myocloniques, des troubles de l'équilibre, des troubles de la coordination ou de la sensibilité profonde ou superficielle. Donc, voici les signes de localisation à connaître par cœur. Et c'est la monoplégie. Ce sont donc les signes de focalisation, de localisation, monoplégie, hémiplégie, paraplégie, une paralysie des nerfs crâniens, des mouvements anormaux myocloniques, des troubles de l'équilibre, des troubles de la coordination, de la sensibilité profonde ou superficielle. Voici donc l'examen des pupilles, donc les anomalies pupillaires qui peuvent donc vous avez donc la mydriase et vous avez le myoitis. L'examen complémentaire, les examens complémentaires effectués, c'est la biologie. Donc, les examens biologiques, c'est la glycémie, la bandelette urinaire, le dextro systématique et impératif, un bilan hépatique, dosage ammonium, la crase sanguine et la FNS, une formule, la gazométrie, la calcémie et la chlorémie, l'ionogramme sanguin, l'urécréa, les tests hépatiques, la recherche d'accords toxiques, dosage de carboxylémoglobine, paracétamolémie, bandelette urinaire pour chercher les corps cétoniques, dosage de la vitamine B1, dosage des hormones thyroïdiens, cortisolémie, hémoculture, goutte épaisse. Le scanner cérébral, une IRM cérébrale. Dans le cas où les premiers examens n'expliquent pas la cause du coma, elle n'est pas utilisée en première intention car l'IRM est hostile quand le patient est ventilé ou scopé. Une ponction lombaire, 6 fièvres avec un syndrome ménager, Doppler transcrânien, renseigne sur la pression intracrânienne et un EEG, électroencéphalogramme. Le diagnostic différentiel du coma, c'est l'hypersomnie chronique. C'est le Leukodin syndrome. Alors, le Leukodin syndrome, c'est dû à des lésions de la partie haute du tronc cérébral. Le patient est conscient, mais n'a aucun moyen de parler ou de bouger. Seuls les mouvements oculaires verticaux et le clignement volontaire des yeux sont conservés. Vous avez un autre diagnostic différentiel, c'est le mutisme akinésie, c'est la vigilance ou la vigilance est conservée. La conversion hystérique, l'état végétatif chronique. Donc, voici les diagnostics différentiels, je les répète, hypersomnie chronique, Leukodin syndrome, mutisme akinésie où la vigilance est conservée, la conversion hystérique, l'état végétatif chronique. Je détaille uniquement le Leukodin syndrome parce qu'il est important. Dû à des lésions de la partie haute du tronc cérébral, le patient il est conscient, mais n'a aucun moyen de parler ou de bouger. Seuls les mouvements oculaires verticaux et le clignement volontaire des yeux qui sont conservés. Les étiologies, d'accord, maintenant, du coma. Vous avez le premier type de coma, vous avez le coma traumatique. C'est un coma brutal suite à un traumatisme. Toujours rechercher la notion d'intervalle libre, protection du rachis, réaliser une imagerie en urgence type TDM cérébral, cérébro-cervical afin d'éliminer un geste chirurgical dans les médias.
Donc ça, c'est le coma traumatique. Il faut protéger le rachis impérativement. C'est la première des choses qu'il faut réfléchir. Il faut protéger le rachis et réaliser un TDM cérébro-cervical afin d'éliminer un geste chirurgical dans les médias. Les causes traumatiques les plus fréquentes sont l'hématome extradural, l'hématome sous-dural et intracérébral, l'hémorragie méningée, la contusion par enchématose, l'embarrure, la dissection artérielle, l'embolie graisseuse, lésion axonale diffuse. Voici les hématomes sous-dural et extradural. Le coma infectieux, une urgence diagnostique et thérapeutique secondaire à une méningite, purpura fulminant, à une méningoencéphalite bactérienne ou virale, à un abcès cérébral, ses signes de localisation associés, à un neuropaludisme en cas de voyage récent à l'étranger ou en pays d'endémie, à une oscillopathie septique, un coma fébrile observé lors du choc septique. Donc, le coma infectieux est observé en cas de méningite, purpura fulminant, une méningoencéphalite bactérienne ou virale, un abcès cérébral avec des signes de localisation associés, un neuropaludisme, c'est voyage récent à l'étranger en pays d'endémie, une oscillopathie septique avec un coma fébrile observé lors du choc septique. Voici de purpura fulminant lors d'une méningite à méningo. Voici la ponction lombaire. Lors d'une méningite, aspect du LCR normal, c'est un LCR eau de roche, protéinorachie entre 0,1 et 0,4 g par litre, la glucorachie 50% de la glycémie, le nombre d'éléments inférieur à 5. Le coma vasculaire, l'absence de traumatisme un coma d'installation brutale. Donc, le coma, c'est un coma avec des signes de localisation, le coma vasculaire, chez un patient porteur de facteurs de risque cardiovasculaire. TDM cérébral avec ou sans injection de produits de contraste, AVC qui va écarter l'AVC hémorragique, l'AVC ischémique transitoire ou constitué, une hémorragie méningée, il va écarter aussi une thrombophlébite cérébrale, le TDM cérébral. Voici la différence entre l'accident vasculaire cérébral hémorragique et ischémique. Le coma métabolique. Alors, le coma métabolique, soit suite à une hypoglycémie, soit suite à une hyperglycémie. Alors, hypoglycémie, c'est une glycémie inférieure à 5 mmol par litre, coma à début brutal, souvent agité, avec des signes d'irritation pyramidale, coma agité plus un syndrome pyramidal. Les signes accompagnateurs, c'est la tachycardie, c'est l'hypertension, c'est artériel, c'est les sueurs profuses, la peau qui est froide, pâle, horripilation et mydriase bilatérale. Alors, qu'est-ce qu'on va donner? On va donner d'accord du glucosé à 30%, 50 ml en perfusion ou encore un glucagon 1 à 3 mg en IM. Le coma acidocétosique, c'est l'hyperglycémie. Donc, ça accompagne d'une déshydratation, des vomissements, des douleurs abdominales, d'une diurèse osmotique importante puis anurie, d'une acidose avec dyspnée de cosmol pour compenser l'acidose, une odeur d'accord de la laine, pomme de reinette. La biologie, c'est une hyperglycémie supérieure à 14 mmol par litre, 2,5 g par litre, à une acidose métabolique pH inférieur à 7,30, présence de corps cétonique urinaire à la bandelette urinaire. Réhydrater le malade, insulothérapie et traitement de la cause. Le coma hyperosmolaire, c'est une glycémie très élevée, supérieure à 35 mmol, 6 g par litre. Les signes de déshydratation intracellulaire, insuffisance rénale aiguë, hypernatrémie supérieure à 160 mmol par litre, osmolarité supérieure à 350 mmol par litre, absence de cétose et pas d'acidose. C'est ça le coma hyperosmolaire. Osmolarité, c'est le Na plus x2 plus l'urée plus la glycémie. La normale, c'est entre 300 et 310. Supérieure à 350, osmolarité élevée. Réhydrater le malade, réhydratation lente sur 48 heures, insuline et traitement de la cause. L'encéphalopathie hépatique, le coma associé une mydriase, un ictère, des troubles de la coagulation parce que c'est une encéphalopathie hépatique, état de choc hypovolémique, acide et incident hépatorénal avec parfois une hypoglycémie. Donc la prise en charge, qu'est-ce que je fais? Je fais une correction d'une hypoglycémie, glucose, B1, les vitamines B1, B6 et l'albumine. Je supplémente en vitamines, traitement de la cause, lactulose orale et un régime qui comprend des protéines végétales, correction des troubles d'hémostase. L'encéphalopathie de Weber-Wernicke,
de Guy-Wernicke, donc c'est la carence en vitamine B1, se voit chez l'alcoolique et le dénutri, associé à un trouble de la vigilance avec paralysie oculomotrice et un syndrome cérébelleux. Traitement est basé sur l'administration de la vitamine B1 de Guy-Wernicke. Le coma endocrinien, coma de l'hypothyroïdie, coma myxodémateux, coma calme avec hypothermie, bradycardie et œdème généralisé, complications fréquentes des thyroïdectomies sans traitement substitutif, apport des hormones thyroïdiennes. Autre coma par hyperthyroïdie, coma d'insuffisance surrénalienne. Le coma toxique, c'est le plus fréquent, doit être évoqué devant un coma inexpliqué. Il faut réaliser des prélèvements sanguins et urinaires afin de rechercher le toxique. Devant un coma dépassé, à réactivité, médriase, hypothermie, apnée, collapsus circulatoire, voire même silence électrique, à l'électroencéphalogramme, l'exclusion de toute participation toxique doit être formelle. Le coma à éthanol, à alcool, s'accompagne souvent d'une hypoglycémie. Le coma aux benzodiazépines qui a pour antidote le flumazenil. Coma aux antidépresseurs. Coma aux morphines qui a pour antidote l'anaxone. Coma au barbiturique. Coma au CO. Coma au cyanure qui a pour but, pour antidote l'hydroxycobalamine, la vitamine B12. Le coma d'origine tumorale, les tumeurs primitives, naissent à partir des cellules situées au niveau du cerveau, ou ses enveloppes, méningiome et glioblastome, ou astrocytomes malignes ou bénignes. Les localisations cérébrales secondaires, à partir des tumeurs primitivement situées en dehors du cerveau, peuvent être responsables d'un coma. Le TDM cérébral avec injection de produits de contraste ou l'IRM confirme le diagnostic du coma, bien sûr. Le coma post-comicial, l'état de mal épileptique infraclinique peut être parfois responsable de troubles de la vigilance. Une phase post-critique de crise comiciale généralisée peut également être à l'origine d'un coma. La prise en charge thérapeutique, le traitement symptomatique. La prise en charge du coma doit débuter en préhospitalier par toute personne ayant assisté en attendant l'arrivée de l'équipe médicalisée. Appel à l'aide, au secours, appel à l'aide, éliminer un traumatisme du rachis cervical, lavage des voies aériennes ou la libération des voies aériennes supérieures avec position latérale de sécurité, la PLS, ventilation au masque, une intubation et ventilation mécanique, c'est détresse respiratoire au score de Glasgow inférieur à 8/15, deux voies d'abord de grand calibre, remplissage par des macromolécules et les drogues vasoactives, c'est collapsus ou hypotension artérielle, rechercher systématiquement et traiter une éventuelle hypoglycémie. C'est intoxication au CO, extraction de la victime du milieu confiné, monitorage complet avec scope, PNI, donc saturation, fréquence respiratoire, fréquence cardiaque et température, le traitement étiologique, évacuation d'une lésion neurochirurgicale, traitement d'un œdème cérébral, correction d'un trouble métabolique et pour la hyperglycémie, traitement de l'état de mal épileptique, traitement antibiotique ou antiviral, traitement de l'antidote d'un toxique. L'évolution et pronostic, la guérison en mortalité, complications liées à la lésion initiale, aphasie, paralysie faciale, paraplégie, rhabdomyolyse, complications liées aux soins, infections acquises sous ventilation, sténose trachéale, escarre, la dénutrition, les complications de décubitus, rétraction tendineuse, ulcération cornéenne, coma dépassé au membre encéphalique peuvent être candidats aux dons d'organes. Le facteur pronostic, le pronostic du coma est variable et dépend de l'étiologie, de la précocité de la prise en charge, de la qualité de prise en charge initiale, de l'âge et les antécédents du patient. La mort encéphalique. La mort encéphalique est définie cliniquement par l'absence totale de la conscience et d'activité motrice spontanée. Un score de Glasgow à 3. Oui. La mort encéphalique est définie cliniquement par l'absence totale de la conscience et d'activité motrice spontanée. Un Glasgow inférieur ou la A3. Abolition des réflexes du tronc cérébral. Absence d'une ventilation spontanée vérifiée par une épreuve d'hypercapnie. Donc voilà la définition du mort encéphalique. La mort encéphalique, c'est 3 choses. Elle se définit cliniquement par 3 choses. Par l'absence totale de la conscience et d'activité motrice spontanée à 3, score de Glasgow à 3, par abolition des réflexes du tronc cérébral, par l'absence d'une ventilation spontanée vérifiée par une épreuve d'hypercapnie. Donc la mort encéphalique est définie par 3
éléments. La mort cérébrale, mais le patient continue à respirer. C'est une mort cérébrale, mais le patient continue à respirer, pas d'arrêt cardio-respiratoire, mais c'est une mort cérébrale, mais le patient il continue à respirer, pas d'arrêt cardio-respiratoire. C'est un coma qui est profond, à 3, irréversible, confirmé par l'absence de flux à l'examen angiographique. C'est un coma à réactif à 3/15. Voici la définition de ce que c'est qu'une mort encéphalique. Le diagnostic paraclinique indispensable à la confirmation se fait par le biais de 2 EEG isoélectriques pendant 30 minutes à 4 heures d'intervalle, un examen angiographique des 4 axes vasculaires cérébraux, absence de flux sanguin, à l'examen angiographique, d'accord, absence de flux sanguin à l'examen angiographique. Et la conclusion, le coma est une urgence diagnostique et thérapeutique, sa prise en charge pouvant aller du simple resurcrage à la neuroréanimation, gravée de séquelles lourdes. Le pronostic dépend de la précocité et la qualité de la prise en charge initiale. Et je vous remercie.